Bonjour, nous sommes de retour sur le live IFSI. Bonjour Monsieur Gwen Bonjour. Pénarin, merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui. Nous sommes donc des étudiants en master et des doctorants de l'école universitaire de recherche intitulée IFSI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters pour travailler sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030 et nous souhaitons aujourd'hui vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis que rencontre la filière halieutique et les océans en général. Donc, Monsieur Gwen Pénarin, vous êtes président de l'ONG LIFE. Pouvez-vous nous présenter cette plateforme ? Alors LIFE, c'est une ONG qui, le siège est à Bruxelles. Et son premier but, c'est de défendre les droits et la petite pêche dans sa globalité sur l'ensemble de l'Europe, des pays européens. C'est vraiment son but premier. Ok. Donc vous pouvez à peu près nous présenter à quel niveau LIFE travaille-t-elle ? Au niveau européen, régional, local ? On travaille surtout au niveau, c'est pour ça du coup que le siège est à Bruxelles, c'est qu'on travaille surtout au niveau du Parlement et de la Commission. Donc on essaye de faire du lobbying, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, auprès des fonctionnaires européens jusqu'au plus haut. On a été reçus plusieurs fois cette année avec Kostakadis, donc qui est le principal personnage qui a un peu le pouvoir d'orienter la pêche de telle ou de telle façon, et aussi du coup les parlementaires, parce que c'est eux en dernier lieu qui voteront les lois ou pas. Donc voilà, là il fait de choisir quel parlementaire, quel groupe il faut aller voir, et montrer surtout qu'on existe, que la petite pêche existe aujourd'hui en Europe, qu'il n'y a pas uniquement une pêche plus importante, voire industrielle, quoi. Donc vous mettez l'accent sur une approche ascendante permettant aux pêcheurs de devenir des acteurs du changement dans leur propre communauté et de participer activement à la gestion de leurs zones de pêche. Comment procédez-vous pour ceci ? En fait, beaucoup, alors je dis pas tout le monde, mais beaucoup dans la petite pêche, on n'a pas la mentalité de faire toujours plus. On est là, on vit, on fait vivre des petites communautés côtières et notre but c'est de durer. Donc ça correspond bien à ce que vous voulez faire. Et l'intérêt pour nous c'est de pêcher ce qu'on a besoin pour vivre et que les générations qui viennent, donc des gens aujourd'hui qui ont votre âge ou voire un peu plus, puissent connaître ce que nous aujourd'hui on a pu faire et en vivre relativement bien, quoi. Le but il est là, c'est de préserver la ressource d'aujourd'hui pour que la génération de demain puisse en profiter aussi. Donc, quelle stratégie LIFE met-elle en place pour renforcer la compétitivité des pêcheurs artisanaux face à la pêche industrielle, tout en leur garantissant un prix juste ? Alors le prix juste, on n'a pas de problème. Enfin, la petite pêche d'une manière générale n'a pas de problème de prix. On fait un produit qui est, on va dire, de meilleure qualité, sans offenser l'autre pêche, mais qui est de meilleure qualité parce que c'est souvent une pêche journalière, alors qu'on se retrouve vite avec des bateaux qui partent pour eux une semaine, 13 jours, voire plus. Donc sur le prix, on n'a pas trop de soucis. Où on a plus de soucis, c'est sur l'état de la ressource, alors qui est peut-être du fait aussi de la petite pêche par moment, mais qui est surtout du fait de la grande pêche industrielle. On a vu les gros chalutiers semi-pélagiques, voire pélagiques en Manche, à des bateaux jusqu'à 130 mètres de long, avec des engins qui n'ont rien à faire là. Et c'est surtout contre ça qu'on se bat aujourd'hui. C'est que ces bateaux-là ne pillent pas la ressource et mettent en danger des gens qui essayent de faire en sorte que demain on puisse transmettre encore quelque chose, quoi. Donc Monsieur Gwen Pénarin, vous intervenez lors de la table ronde chalutage dans les aires marines protégées. Quel est votre positionnement face à la déchalutisation qui est prônée par certains scientifiques et certaines ONG par rapport à l'augmentation des zones à protection forte ? Alors pour nous, il y a eu un problème au départ. On aimerait bien savoir comment ont été dessinés ces fameux carrés qui encerclent, on voit bien tous ces carrés qui ont été dessinés. A priori, ça n'a pas été fait ni en concertation avec les ONG, ni en concertation avec les pêcheurs même. Moi j'ai des copains qui chalutent et ils ont été très surpris de voir que les carrés sont dans des zones de pêche qu'ils fréquentaient depuis des dizaines d'années déjà. Donc aujourd'hui, notre question, bon maintenant c'est trop tard, ils sont là, mais c'est comment et qui a décidé de mettre ces carrés-là et avec qui ça a été décidé. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on résulte de quelque chose qui a été vu on ne sait pas combien de temps, mais le problème est là. Alors pour ce qui est aujourd'hui, parce que le constat est fait que ces carrés existent, que les pêcheurs étaient là avant ces carrés, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre tout sur la table et qu'on concerte tout le monde et qu'on se mette d'accord sur des zones à protéger ? Parce que je pense que malgré tout, il faut protéger des zones. Mais le problème, c'est que le chalut de fond, aujourd'hui, il existe. La petite pêche n'a pas de problème ni de prix, on va dire, ni de problème d'espace avec le chalut de fond.
ils sont plus loin, ils ne pêchent pas les mêmes espèces, donc la petite pêche n'est pas vraiment, chez nous en Bretagne. Hein. Après en Méditerranée c'est plus particulier, parce que le plateau est beaucoup plus petit, et du coup tous les bateaux se retrouvent un peu à un endroit. Mais pour ce qui est de chez nous, par exemple en Bretagne, là, on n'a pas vraiment de problème avec eux. Mais après, effectivement, là on parle de cas par cas. Alors qu'est-ce que ça veut dire du cas par cas? Est-ce qu'on généralise tout, on laisse tout comme avant, mais est-ce que c'est la solution du coup de ne pas avoir des vraies zones protégées? Ou est-ce qu'il ne faut pas redessiner des zones protégées? Parce que là, il y a des zones protégées. J'ai demandé à des pêcheurs qui travaillent depuis 30 ans là-bas. C'est sur des vasières. Alors, il y a de la biodiversité sûrement sur les vasières, mais juste à côté, au niveau des tombants, il y a des coraux, il y a une multitude de biodiversité. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut préserver? Et le poisson ira... le poisson, quand il est trop dérangé, il ne reste pas. De toute façon, il change de place. Donc, est-ce qu'il n'ira pas se cacher dans ces zones? Mais il faut que les pêcheurs aient été concernés pour qu'on aboutisse à quelque chose. Autrement, on ira toujours dans un combat ONG et puis pêcheurs d'un côté, et d'ailleurs pêcheurs à qui, a priori, on n'aura pas trop demandé leur avis. Alors peut-être les comités des pêches, tout ça, enfin, au niveau national du moins, étaient au courant, sûrement même, et l'État d'une part, mais les pêcheurs, même les gros armements chez nous, n'ont pas été concernés sur la mise en place de tels dispositifs, quoi. Pensez-vous que l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan, à Nice en juin dernier, a été utile pour la filière halieutique? Alors il y a beaucoup de belles paroles, hein. Moi j'y étais, j'ai resté une semaine là-bas. Maintenant on attend les faits derrière. Bon, on a vu par exemple les aires marines protégées, la France d'un seul coup explose, mais en fait ils mettent ça tellement loin qu'en fait c'est pipeau. On reste toujours à 0,0. C'est facile, l'intérêt ça aurait été de mettre des zones protégées là où il y a de la pêche, pas où là il n'y a pas de pêche, quoi. Voilà. Après nous, par exemple, au niveau, mon secrétaire et moi-même, on était là-bas, ça permet d'avoir des contacts, de renforcer notre réseau et de pouvoir justement après les revoir à Bruxelles ou ailleurs et de faire petit à petit avancer les choses pour aller vraiment vers une pêche durable, quoi. Donc, dernière question. Selon vous, quel rôle les futurs cadres et chercheurs formés en sciences marines, comme nous, étudiants de l'école universitaire de recherche IFSI, peuvent-ils jouer pour assurer la durabilité de la filière? Beaucoup. Beaucoup. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie fracture entre le monde scientifique et le monde de la pêche. C'est plus ou moins voulu pour moi, hein, parce que voilà, on a tout intérêt à connaître ce que nous, on peut vous dire, et vice-versa. Les pêcheurs ont une connaissance, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une revue, c'est qu'il y a une vraie fracture, et du coup, les scientifiques prennent des décisions qui sont déjà décalées, quoi. Parce qu'ils n'ont pas une vraie connaissance. Alors, les pêcheurs ne dévoilent pas tout non plus, hein, ça c'est normal, c'est comme ça. Hein. Mais oui, il faudrait que le partenariat soit beaucoup plus renforcé entre les scientifiques et les pêcheurs, mais qu'il y ait un vrai truc qui marche, quoi. Pas oh non, ça nous emmerde, on ne veut pas ça de leur avis sur ce programme-là. Là, ça nous intéresse. Non, il faut vraiment que ça soit tout le long, quoi. Merci beaucoup à vous pour cette interview, c'était très intéressant. Voilà. Et la suite du live va continuer à la suite pour un prochain interview.